J'ai dernièrement reçu un très gentil message d'une de mes élèves virtuelles qui me remerciait pour mes fantastiques cours de yoga. Elle a bien raison. Mais surtout, elle me disait qu'en fait, ça faisait un certain temps qu'elle pratiquait avec mes cours en vidéo et que dernièrement, elle avait pratiqué dans un livre et que, eh ben, elle s'était blessée, chose qui n'était jamais arrivée avec mes séances de yoga. Alors évidemment, ce message non seulement m'a fait très plaisir, a permis à mes chevilles de d'enfler un petit peu, mais en fait, surtout, ça m'a permis de réfléchir un petit peu à la question des blessures dans le yoga. Alors, sans vouloir me jeter des fleurs et sans vouloir jeter l'opprobre sur le livre que cette élève a suivi, je ne sais même pas de quel livre il s'agit, mais dans un premier temps, ce que je peux dire qui est hyper important pour ne pas se blesser dans un cours de yoga, eh bien, c'est quand le cours est bien construit et anatomiquement juste. C'est-à-dire qu'il va y avoir une progression, surtout quand on cherche à pratiquer une posture plus avancée. On va vraiment chercher à préparer le corps physiquement. Par exemple, si on veut, je sais pas, faire un équilibre sur les mains, eh ben, on va travailler la souplesse des poignets, on va travailler l'ouverture des épaules, on va travailler la force dans le dos et dans le ventre, on va un petit peu travailler la souplesse des jambes pour pouvoir monter plus facilement. Et a priori, cette construction-là va non seulement préparer physiquement le corps à faire des choses un peu plus intenses, mais en plus de ça, les élèves vont pouvoir un petit peu cheminer et se situer pour savoir est-ce qu'ils ou elles sont prêts ou prêtes à rentrer dans la posture plus avancée. Il y a un autre élément qui me semble très important qui va faire que eh ben, on peut plus ou moins se blesser dans une séance de yoga, et ça va être l'attitude du professeur. Donc c'est là que, en tant que professeur, on a une grande responsabilité parce que, et je sais que ça existe, il y a certains profs qui vont vraiment essayer de pousser les élèves dans leur retranchement, de les faire aller plus loin. Je reparlerai de ça à la fin de la vidéo parce que ça part pas forcément d'une mauvaise intention. Il peut y avoir comme ça, certains profs vont dire mais si, vas-y, tu peux le faire, tu peux y aller, etc. Et du coup, les élèves vont pas forcément écouter leur corps et peuvent aller au-delà de leurs limites. Et puis, il y a un autre effet qui est un peu plus insidieux, c'est que souvent, quand on va nous pousser à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, eh ben, automatiquement, le corps va se crisper, les muscles vont ils vont se serrer et on a d'autant plus de chances de se blesser quand les muscles sont contractés. Donc, un professeur qui a plutôt une attitude bienveillante, qui va accepter que vous ne vouliez pas faire telle ou telle posture ou que vous préfériez faire une variation, eh bien évidemment ça va plus faire en sorte que vous ressortiez du cours de yoga sans marcher avec des béquilles. Clairement, il y a certaines postures aussi que moi je n'enseigne presque plus dans mes cours de yoga. Je pense notamment à Shirshasana et à Shalamba Sarvangasana, l'équilibre sur la tête et la chandelle, qui sont en fait des postures qui sont extrêmement intenses pour la nuque, qui peuvent être tout à fait pratiquées et avoir beaucoup de bénéfices si on les pratique vraiment correctement. Donc ça nécessite un aliment vraiment précis, mais aussi si on remplit certaines conditions, notamment de force et de souplesse. Et ça, c'est difficile de pouvoir apporter ça à travers des vidéos. Parce que moi, quand j'enseigne derrière mon appareil photo, ben, je ne sais pas où vous en êtes, vous, de votre pratique. Je ne connais pas l'anatomie de votre corps. Donc, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué de vous amener vers ce type de posture, même si j'ai fait un excellent programme que vous pouvez suivre et qui est gratuit, profitez-en. Ça fait quelques temps, mais où je vous accompagne vraiment très progressivement vers la posture de l'équilibre sur la tête. Et cette progressivité vous permet aussi de vraiment vous situer par rapport à la posture et d'y aller vraiment seulement si vous vous sentez prête. Quand on est dans un cours avec 15-20 élèves devant soi, de proposer ce type de posture parce que, eh ben, surtout vous savez, quand on ne connaît pas forcément bien ses élèves, il y a certains studios de yoga où bah, voilà, les gens viennent, partent, voilà, on ne connaît pas forcément. Et du coup, c'est difficile de savoir en un cours de yoga si l'élève a la force physique de le faire, s'il a une bonne proprioception, une bonne représentation de son corps dans l'espace. Et donc du coup, ça aussi, ça fait que
Je pense qu'il y a certaines postures qui sont un peu plus compliquées à enseigner et voilà, je le fais encore de temps en temps, souvent plus dans les cours que j'annonce être des cours plus avancés, parce que je pars du principe que les élèves connaissent leur corps et ont un peu plus de force et une meilleure proprioception. C'est des postures aussi qui nécessitent, si on veut les faire de manière plus safe, plus sécure, du matériel. Moi, par exemple, j'adore pratiquer Shirshasana avec un banc. Vous savez, peut-être, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai de l'arthrose dans la nuque. Et donc, pour moi, Shirshasana, c'est une posture que j'aime beaucoup, mais si je la fais trop souvent, même si j'ai la force, etc., il y a quand même du poids sur la tête et donc dans la nuque. Par contre, avec un banc, eh ben, je peux vraiment m'amuser et pratiquer cette posture en toute sécurité. Mais c'est un peu compliqué. Ce banc-là, ça coûte une centaine d'euros. Dans un studio de yoga où on est 15-20, avoir 20 bancs de pratique de Shirshasana, ça demande vraiment beaucoup d'investissement financier. Et c'est la même chose pour la chandelle. Idéalement, il faudrait la pratiquer comme Iyengar préconise de le faire, c'est-à-dire avec plusieurs couvertures empilées les unes sur les autres, ce qui fait que la courbure de la nuque n'est plus à 90 degrés, mais elle est moindre. Et là, c'est pareil, c'est assez rare les salles de yoga où on a accès à 3 couvertures par élève. Et donc forcément, du coup, c'est des postures qu'il vaut peut-être mieux mettre de côté ou pratiquer vraiment dans un contexte bien particulier. Si je parle de l'équilibre sur la tête et de la chandelle, c'est que pour moi, ça fait partie de ces quelques postures plus avancées ou qui peuvent entraîner des blessures aiguës. C'est-à-dire un truc où on va faire clac et aïe et on peut voilà, ou alors on peut tomber de Shirshasana et du coup se faire mal. Mais globalement, c'est un cas de figure qui est quand même très rare dans un cours de yoga. Ce qu'on va beaucoup plus voir, c'est plutôt des blessures que je dirais chroniques, qui vont entraîner des tendinites, voire de l'arthrose. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent dans le monde du yoga, surtout dans les lignées avec des pratiques assez intenses, et notamment dans l'Ashtanga. Et il y a des études notamment statistiques, qui ont pu montrer qu'il y avait une corrélation entre la pratique du yoga et l'arthroplastie de la hanche, c'est-à-dire un remplacement carrément de la hanche. Je vous mettrai l'étude en question qui a fait cette corrélation dans la description. Et effectivement, c'était des choses qui avaient été pointées du doigt, notamment dans la communauté de l'Ashtanga, où vous savez que c'est ma lignée initiale, qui disait qu'il y avait vraiment une épidémie de remplacement de la hanche chez les pratiquants de l'Ashtanga. Et ce, pour 2 raisons principales. La première, c'est un principe de biomécanique qui est important de retenir, c'est que le corps n'aime pas la répétition, le corps n'aime pas les mouvements répétitifs. L'évolution a fait que notre corps d'Homo sapiens est fait pour courir, grimper aux arbres, sauter, pousser des choses, tirer des choses, porter des choses, mais en aucun cas pour faire tout le temps les mêmes mouvements. Et ça, quel que soit le cas de figure, c'est mauvais pour notre corps. Et j'ai une pensée toute particulière pour notamment les hôtesses de caisse qui font les mêmes gestes toute la journée, en fait, assises à une caisse. Je suis sûre qu'on peut recueillir très vite des témoignages de tendinite au niveau des épaules, de coudes ou des poignets, parce que même si ça semble un geste anodin, et ben un geste qui est très très répétitif peut avoir ce type de conséquences. La posture par exemple de Chaturanga, on peut la faire plus d'une centaine de fois dans une séance d'Ashtanga, sachant que a priori l'Ashtanga se pratique quotidiennement. Donc, ça veut dire que vous allez faire 700 à 800 postures de Chaturanga par semaine. Et ça, forcément, eh ben, ça génère beaucoup de pression sur les articulations. Autre cause probable de cette épidémie de remplacement de la hanche, c'est aussi qu'il faut prendre en compte un facteur épigénétique. Parce que il faut savoir que, par exemple, en Inde, d'où proviennent les postures emblématiques, par exemple la posture du lotus, qui est beaucoup pratiquée en Ashtanga, mais même globalement dans les cours de yoga, tout ce qui est ouverture des hanches, c'est quelque chose qui est très naturel en Inde parce que
Les Indiens, la posture assise par excellence d'un Indien, c'est comme ça, c'est accroupi en fait en ce que nous on appelle en yoga Malasana. Et les gens, ils sont comme ça toute la journée ou presque. J'avais même vu un monsieur, ça m'avait fait sourire parce qu'il était sur un chantier et en fait carrément il se déplaçait, il se déplaçait comme ça. Au Japon, les gens sont traditionnellement assis sur leurs talons. Ça, c'est voilà, ils passent beaucoup de temps dans ce type de position, que ce soit en Inde, au Japon ou dans d'autres pays, hein. Il y a plein d'autres pays où en fait on passe pas son temps assis sur une chaise. Et ben le fait d'être assis comme ça en tailleur ou accroupi ou sur les talons, eh bien, ça fait que naturellement, les gens ont des hanches beaucoup plus ouvertes, un meilleur maintien du dos, des articulations souvent un peu plus solides. Parce que, je le dis et je le répète, la posture assise sur une chaise, qui est la posture traditionnelle des Occidentaux, c'est une catastrophe pour notre dos, pour nos articulations et pour l'ouverture de nos hanches. Et donc du coup, forcément, on n'est pas égal face à des postures comme la posture de Padmasana, la posture du lotus. Et donc forcément, quand on vient d'un pays occidental, eh ben, on aura déjà souvent de base une moins bonne ouverture des hanches et donc, on va avoir aussi des articulations qui sont un peu moins solides à ce niveau-là. Donc voilà différentes raisons qui peuvent nous amener à nous blesser dans un cours de yoga ou tout au long de notre pratique du yoga. La bonne nouvelle, c'est que ce que j'ai pu constater depuis un certain temps, puisque c'est aussi mon cas, c'est que la pratique du yoga a beaucoup évolué depuis, et notamment depuis que j'ai commencé à pratiquer, les approches sont quand même beaucoup plus douces et surtout beaucoup plus adaptées à l'anatomie de nos élèves. Et rien que le fait qu'il y ait des cours de yoga prénatal, qu'il y ait des cours de yoga pour les personnes âgées, qu'il y ait des cours de yoga aussi curvy yoga pour les personnes qui ont des corps généreux, où on adapte en fait les postures en fonction de nos élèves, ça montre bien qu'il y a une vraie évolution, il y a une vraie bienveillance qui s'est installée et qui cherche aussi à permettre à tous et à toutes de pratiquer dans les meilleures conditions. Ceci dit, je voudrais quand même nuancer un petit peu mon propos pour pas qu'on arrive dans l'excès inverse, c'est-à-dire que de se dire d'avoir une position ultra sécuritaire pour chaque posture de yoga. C'est vrai que parfois j'ai pu voir j'ai pu assister à des cours de yoga où en fait le seul focus c'était sur surtout ne pas se blesser. C'est évidemment une question qui est importante, mais si c'est le seul le seul point d'ancrage d'une séance de yoga, je pense qu'on passe un petit peu à côté de la joie que peut procurer le fait de bouger. Et en plus, je pense que les messages ultra sécuritaires peuvent avoir un petit effet pervers sur les personnes pour qui le yoga ou toute activité physique aurait un impact extrêmement positif. Je pense notamment à ce que les anglophones appellent les couch potatoes. Ce sont les gens qui passent leur journée sur leur canapé, donc les gens qui ont vraiment un mode de vie très sédentaire et qui pourraient se dire « Ouh là là, mais non, je ne veux pas faire cette activité physique parce que je risque de me blesser. » Alors oui, le risque zéro n'existe jamais, mais en fait, on obtient tellement plus de bénéfices à avoir une activité physique régulière que, ben oui, potentiellement, si un jour on fait un footing et qu'on se foule la cheville, bah, c'est sûr que c'est embêtant, mais c'est tellement moins grave que de ne rien faire du tout, de rester allongé sur son canapé. Pour la santé, c'est évidemment une sacrée catastrophe. Donc, il faut aussi vraiment nuancer son propos et pas tomber dans l'excès inverse. En fait, j'ai un peu l'impression que dans le monde du yoga, il y a vraiment deux tendances extrême. Il y a la tendance à vraiment essayer d'aller toujours plus loin dans les postures, de transcender le corps. Et cette tendance-là, qui est peut-être un peu plus old school, qui est un peu plus ancienne, que moi j'ai connue dans les cours d'Ashtanga. Émile, mon professeur de philosophie de méditation, nous en parlait. Lui, il est plus âgé et clairement, dans les années 60-70, il me racontait que une fois il s'était blessé le dos, puis son prof lui a dit non, non, Chakrasana,
Chakrasana, c'est la posture du pont. Tu restes là 10 minutes dans la posture du pont, alors qu'en fait, il s'était blessé le dos. Et il disait que c'était parfaitement normal que les professeurs aient cette attitude-là par rapport aux blessures. C'est-à-dire que même si on se blessait, ben, on y allait quand même. Ça peut sembler choquant comme, comme manière d'enseigner, mais en fait, ça vient pas de nulle part, cette attitude. Cette attitude, elle vient du fait qu'il y a la tradition ascétique qui précède et qui est sœur de la pratique du yoga, qui consiste vraiment à transcender le corps et à dépasser le corps pour pouvoir s'unir au divin. Il faut vraiment dépasser tout ça, il faut dépasser la souffrance, il faut aller au-delà pour pouvoir atteindre un niveau de conscience qui s'affranchit en fait des limitations du corps. Une vision qui est valable. Malheureusement, cette vision-là, elle a été reprise par le capitalisme qui vise à aller toujours plus loin, à être toujours plus fort, à être constamment en compétition, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Or, c'est pas du tout ça le message du yoga. Le message du yoga, c'est de transcender le corps et les limitations qui pourraient nous enfermer et nous éloigner de la libération, moksha, et non pas d'être dans une performance quelconque en fait. Mais voilà, il y a cette mécompréhension qui fait qu'au final, en fait, on se fait mal et en plus, on ne s'émancipe pas, on ne se libère pas. Et puis il y a l'autre tendance du yoga à l'opposé qui est vraiment dans quelque chose d'ultra sécuritaire où il faut surtout faire ne rien faire qui puisse potentiellement nous blesser. Bon, c'est une lignée que je ne citerai pas, mais ça part d'une bonne intention et je pense que c'était une intention qui était nécessaire. Maintenant, comme je vous disais, je pense que c'est parfois un discours qui peut être contre-productif et qui en plus, moi je trouve, ça enlève une forme de joie qu'on peut avoir à juste bouger en fait sans se dire ah tiens mais je pourrais me blesser, attention, voilà, une forme de spontanéité aussi. L'idée c'est d'essayer de trouver ce juste milieu, la voie du milieu des bouddhistes, d'essayer de trouver ce compromis entre les lignées ascétiques et les lignées thérapeutiques pour trouver un yoga qui nous libère et en même temps un yoga qui ne nous blesse pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette réflexion autour des blessures dans le yoga vous aura intéressé. N'hésitez vraiment pas à partager votre vécu dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos témoignages par rapport à ça, par rapport à des blessures que vous auriez pu avoir ou des professeurs qui auraient pu avoir une attitude ou une autre vis-à-vis d'une blessure. Quant à moi, je vous laisse. Je vous retrouve très vite sur le tapis de yoga. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas de me soutenir financièrement sur Tipeee si vous en avez les moyens.